Salam alaikum. Il est à peu près 11h30. J'ai démarré à 6h30 ma marche. Je suis passé par plusieurs étangs, marais. Je me suis arrêté un petit peu à droite, à gauche. Et puis en fait, ma destination finale, c'était ici, la région de Sanhaja. Là, on est vraiment du côté mer, côté littoral, c'est-à-dire que la mer n'est pas très loin. Et ce que je vous montre ici, en fait, pourquoi j'ai tenu vraiment à venir ici et à tourner un petit podcast. En fait, c'est tout simplement parce que l'histoire de cette région, et notamment l'histoire agricole de cette région, elle est vraiment... elle porte en elle beaucoup d'enseignements, et des enseignements qui, normalement, devraient nous servir pour le présent et encore plus pour le futur. À l'heure où on parle d'agriculture intensive, on parle de modernité, on considère que l'agriculture moderne, c'est celle qui est mécanisée, pétrochimique, qui utilise beaucoup d'engrais, qui utilise des espèces, si elles ne sont pas OGM, et qui le sont au moins hybrides. Donc c'est-à-dire en tout cas des espèces qui ne sont pas locales, qui sont importées, et des espèces qui avec elles importent des protocoles en fait, des façons tout un protocole de produits phytosanitaires dont on doit forcément faire l'utilisation pour obtenir des rendements, et puis avec des impacts sur la terre, sur les sols, avec aussi des dépenses faramineuses. Et puis voilà, parce que chaque année il faut racheter de nouvelles semences et ainsi de suite, et on arrive un petit peu dans une espèce un espèce de cercle vicieux. Voilà, un cercle vicieux en fait qui le plus souvent amène les agriculteurs à avoir des comportements plus que déraisonnables, voire même de toxicomanes. Vraiment, il y a une dépendance en fait à ce genre d'agriculture qui s'opère au fur et à mesure. Et voilà, donc je vais vous raconter l'histoire de cette région, parce qu'elle est un peu un cas d'école, un triste cas d'école de cette situation. Alors il faut savoir donc que la région de Guelbez, Sanhaja, et de Sanhaja plus particulièrement, c'est une région avec un climat très particulier, parce qu'elle est située vraiment au carrefour entre plusieurs écosystèmes, plusieurs paysages. Vous avez la montagne d'un côté, le mont Oddour notamment. Vous avez vous avez le fleuve Oued Kbir qui vient mourir ici dans le golfe de Guelbez, donc il y a la mer. C'est une région où il y a beaucoup de lacs, d'étangs qui sont classés par la Convention de Ramsar, donc des sites protégés qui abritent des espèces, une avifaune, une faune, une flore, donc des oiseaux, des animaux, des végétaux. Souvent, quand ils ne sont pas rares, ils sont même endémiques. Et en tout cas, voilà, c'est vraiment une région d'un point de vue biologique, écologique. C'est vraiment une région très riche à la base. Et c'est une région où l'eau, vraiment, l'eau est reine. D'ailleurs, oui, j'ai oublié de vous dire aussi qu'elle contient une aulnée. Donc, une aulnée, c'est vraiment un écosystème très particulier qui produit vraiment une terre très riche. Et dans tout ça, il y a des gens qui habitent. Voilà, des habitants, des gens qui ont été le plus souvent au début beaucoup plus éleveurs, qui pratiquaient une agriculture vivrière avec des espèces locales. Et je sais que moi, du temps de mon grand-oncle, donc il y a de ça quand même une trentaine d'années, lui il est dans la région de Guelbez, donc qui est à quelques dizaines de kilomètres. Voilà, on cultivait la tomate, la pastèque, mais une pastèque locale qui n'était pas immense, mais très goûteuse, et surtout qui ne demandait pas beaucoup d'eau. Voilà. Et ici, dans les années 90, si je ne m'abuse, ou années 2000, je ne saurais pas vous situer la date exactement, les autorités ont eu la bonne idée de proposer gratuitement en fait des graines hybrides, voilà, à ces agriculteurs, notamment de pastèques.
Et il est clair qu'avec toutes les réserves d'eau, les ressources en eau qui sont à disposition ici, la pastèque vraiment a explosé. Vraiment, la région est devenue vraiment un pôle national de la pastèque. Pastèque d'assez bonne qualité d'ailleurs, avec donc les apports de ces protocoles et de ces semences, avec au début, les premières années, vraiment des récoltes records. Et voilà, ce qui a permis vraiment aux gens de la région de s'enrichir assez vite, en tout cas certains, ceux qui ont su tirer leur épingle du jeu. Et voilà, et à faire de leur région vraiment une région de renommée nationale en ce qui concerne la culture de la pastèque. Cependant, comme vous pouvez le voir ici, voilà, ici là, ce que vous voyez ici, c'est un des nombreux endroits qui ont été le théâtre de cette agriculture, de cette culture de la pastèque intensive. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que le problème, c'est que très vite, les gens se sont rendus compte qu'au bout d'une année, 2 années, à cultiver la même terre, la terre, eh bien, les sols mouraient. Voilà. C'est-à-dire que vraiment, ils étaient lessivés. Et il a fallu à chaque fois, s'étendre. Et puis quand on n'a plus trouvé de terre défrichée, eh bien on a commencé à défricher. Ça a commencé vraiment à poser des problèmes aussi aux éleveurs, parce qu'ici il faut savoir que les vaches, et c'est ce qui fait la saveur de leur viande et de leur lait, bah, elles mangent beaucoup de maquis en fait ici, hein. C'est beaucoup en fait d'arbustes. Elles mangent d'arou, elles mangent le halmouche et j'en passe. Il y a vraiment une grande variété. Et au fur et à mesure, eh bien, cette région gorgée d'eau a commencé à devenir un mini désert. Et quand on parle, vous savez, quand on parle de la désertification, souvent à tort on parle d'avancée du désert, mais en fait la désertification, c'est plutôt la mort des sols qui s'installe. Et ici, donc dans cette région luxuriante, hein, il y a encore de beaux restes, hein. Là, nous sommes en hiver en plus, donc il faut vraiment venir en été ici pour voir la sécheresse. Et vraiment, dans beaucoup d'endroits, on a l'impression d'être dans le désert. Mais il reste encore des endroits verts, alhamdoulilah. Mais voilà, en fait, il y a eu énormément. Le maquis ici a subi vraiment de grands problèmes, de grandes agressions. Et c'est ce qui s'est passé en fait, concrètement, c'est qu'une fois que les sols locaux ont été lessivés et que donc ces agriculteurs qui étaient devenus un peu une espèce de bande, hein, une bande organisée, bah, ils ont goûté à l'appât du gain. Et de plus en plus, par contre, pour obtenir des résultats, il aura fallu injecter de plus en plus d'argent. Et si bien qu'il fallait vraiment dépenser bon, une goulou blarbi entre 100 millions, vraiment pour obtenir des résultats. Et c'était vraiment les protocoles donc de ces espèces, donc de ces variétés hybrides, faisaient que concrètement c'était mathématique. Vous ne suiviez pas ces protocoles, vous n'injectiez pas ces produits qui n'étaient pas toujours d'ailleurs homologués de façon très sérieuse. Et puis surtout, ces agriculteurs, ils ont eu aucune formation, donc ils se sont un peu comportés comme des apprentis sorciers. Eh bien, ils ont commencé à s'étendre. Ils sont allés à Al-Qala, ils sont allés vers Skikda. Ils ont fait vraiment la région de l'Est, là où ils ont pu trouver des terres à lessiver, ils l'ont fait. Ils ont défriché. Ça a vraiment été une véritable catastrophe. Et voilà. Et en fait, concrètement, alors qu'ils avaient effectivement beaucoup d'eau, alors qu'on leur a donné les moyens, enfin plus ou moins techniques, d'obtenir une grande rentabilité, eh bien il s'est avéré qu'à long terme, tous ces avantages, parce qu'ils n'ont pas du tout été utilisés à bon escient, avec intelligence, eh bien concrètement, ça a été totalement contre-productif. Les nappes ont été pompées à profusion. En plus, l'irrigation ici, elle est faite vraiment
de façon, je veux dire, justement comme ils ont beaucoup d'eau, donc ils se sont pas trop posé de questions sur la manière d'arroser. Donc c'est vraiment avec des rosaces, la rochachat comme on dit, l'arbia. Et voilà. Et aujourd'hui, concrètement, quand vous discutez avec ces agriculteurs avec qui j'ai eu de longues discussions pendant des années, je les avais prévenus déjà à l'époque, et aujourd'hui ils reconnaissent en fait que voilà, ils ont lessivé leur terre, qu'il va falloir vraiment des années et des années pour justement leur redonner vie. Et que en fait cette aventure de la pastèque et de cette donc pastèque hybride et de cette agriculture intensive, eh ben concrètement sur le long terme, elle a surtout profité aux semenciers, à ceux qui vendent des produits phytosanitaires, ceux qui vendent des tracteurs. Elle a voilà sur le long terme, et pour eux en fait quasiment pour la plupart, l'argent qu'ils ont gagné au début très facilement, ils l'ont perdu après à s'accrocher à ce genre d'agriculture. Et voilà, et ça a été vraiment une plaie. Je parle au passé parce qu'aujourd'hui, bon, c'est toujours quand même le cas, mais beaucoup moins. Parce que, et c'est là où je veux en venir, aujourd'hui le problème s'est déplacé en fait dans le sud. Et aujourd'hui, quand on parle justement de grandes ressources en eau, alors en plus qui ne sont pas renouvelables, hein, parce que ici au moins ces ressources, elles sont renouvelables. Mais dans le sud, il faut savoir que la plus grande partie des, comment dirais-je, la plus grande partie des ressources en eau, donc aussi immenses sont-elles, elles ne sont pas renouvelables. Et en fait, on pense souvent que ces quantités d'eau permettent d'assouvir tous les fantasmes. Mais en fait, concrètement, la nappe de l'Albien, justement, elle est déjà surexploitée. Elle se renouvelle vraiment avec un quota très très faible. Et déjà aujourd'hui, elle est surexploitée. Cette surexploitation, en fait, concrètement, qu'est-ce qu'elle provoque? Elle provoque la salinisation des sols, de l'eau. Et eh bien ça accélère le processus de désertification. Donc tout ça pour dire que en fait j'ai l'impression qu'en Algérie, parce que attendez, regardez un petit peu les sols ici, hein, regardez cette plante aussi là qui a vraiment aujourd'hui qui a envahi tous ces terrains, ces endroits qui étaient de beaux maquis avant. Vous voyez, c'est du sable, hein. Voilà. Et concrètement, j'ai l'impression qu'en fait ce type d'agriculture dont on fait la promotion, c'est ce qu'on pourrait appeler une agriculture industrialisante ou commercialisante. C'est-à-dire que je pense que le but du jeu, en fait, et les véritables bénéfices ne sont pas dans la production vraiment de fruits ou de légumes, en tout cas sur le long terme, mais vraiment surtout le fait de vendre des graines, chaque année, de vendre des produits chaque année, et de vraiment d'éduquer, de mal éduquer d'ailleurs des agriculteurs, de les rendre complètement dépendants à un système qui au final à la fin n'enrichit, un peu comme un dealer, hein, n'enrichit que les producteurs, les vendeurs et pas les consommateurs. Et voilà, et donc aujourd'hui ce qui est en train d'être pratiqué dans le Sahara, en fait l'agriculture qui est en plein développement et dont on vante les mérites, et dont beaucoup de gens en fait pensent qu'elle serait l'alternative la plus pertinente face à l'exploitation du gaz de schiste, hein, qu'il faut condamner bien sûr, hein, enfin il faut condamner surtout l'extraction, donc la fracturation hydraulique horizontale, hein, en fait, hein, le procédé qui est vraiment très hydrovore, qui consomme beaucoup d'eau et qui provoque vraiment voilà, c'est vraiment un procédé qui fait qu'on va aussi forer constamment, qu'on va épuiser très vite les puits, les forages, et qu'il va falloir à chaque fois s'étendre. Et ben, si vous vous souvenez ce que je vous ai raconté tout à l'heure, c'est exactement le même procédé ici, hein, qui s'est passé, hein. Ça veut dire que à chaque fois, il a fallu, au bout d'un an ou deux, une fois que le sol était lessivé, aller ailleurs, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que dans le sud, déjà, et là je parle, je me suis rendu plusieurs fois dans certaines régions comme El Oued, j'ai discuté même avec certains agriculteurs qui sont un peu, vous savez, comme des toxicomanes, qui sont conscients de ce qu'ils font mais qui n'arrivent pas à arrêter. Et ben,
le processus est déjà engagé en fait, hein. Et donc la pomme de terre et plein d'autres légumes donc sont cultivés avec dans l'esprit de ce cercle vicieux. Et c'est vraiment un danger que l'on est en train de comment dirais-je, de couver, de préparer pour les générations futures. Et je finirai un petit peu pour vous raconter une histoire hein, qui s'est passée aux États-Unis dans les années 30. Le Dust Bowl, d'ailleurs, qui a été un phénomène qui a vraiment été fondateur pour toute une génération d'écologistes hein, et d'une prise de conscience environnementale aux États-Unis. Bien, je ne sais plus dans quelle région, hein, je crois que c'est en Californie. On a décidé comme ça d'exploiter des terres que les Amérindiens, en fait, des terres où il y avait vraiment beaucoup d'eau, mais avec des nappes d'eau, mais une terre qui n'était pas du tout cultivée, semi-aride, en fait, que les locaux utilisaient beaucoup plus pour les troupeaux. Et en fait, il y a eu une agriculture vraiment intensive qui a été pratiquée pendant 10 ans, vraiment de façon intensive et non raisonnée. Et au bout de 10 ans, en fait, il y a eu un phénomène, c'est que la terre, les sols, à force d'être lessivés, d'être désagrégés, eh bien, il a commencé à y avoir vraiment des poussières qui se sont formées. Et il y a eu vraiment, il y a encore d'ailleurs hein, ce phénomène, mais à l'époque, vraiment, il y a eu des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de poussière, de nuages de poussière, donc le Dust Bowl, qui se sont carrément étalés sur des dizaines, voire des centaines de kilomètres, touchant carrément de grandes agglomérations. Et concrètement, là, je ne vais pas parler scientifiquement, je vais vous parler en tant qu'écologiste et avec en fait une intuition plus qu'une certitude, mais une intuition que je compte bien faire justifier par la science. Et ben concrètement, ce phénomène donc de Dust Bowl, si on continue à pratiquer une certaine agriculture dans les régions du Sahara les plus proches, eh bien, il y a beaucoup de chances pour qu'il nous arrive la même chose. Et je vous remercie pour votre attention.